L'Observatoire de la laïcité, vous l'avez rappelé, est une institution récente, puisqu'elle a été créée à l'initiative du président de la République au mois d'avril 2013. C'est un organisme pluripartisan. Nous avons des députés, des sénateurs, de la majorité et de l'opposition, indépendant dans le sens où nous sommes libres de choisir les sujets dont nous voulons traiter, et nous sommes libres aussi du contenu de ce que nous disons. Le gouvernement, lui, les pouvoirs publics en général, doivent nous consulter sur les textes qui peuvent avoir une incidence ou un rapport avec la laïcité. Et notre travail, puisqu'on s'appelle observatoire, c'est d'abord d'essayer de définir un état des lieux aussi rigoureux et impartial que possible de ce qu'est la laïcité aujourd'hui en France, des difficultés qu'elle peut rencontrer et de la manière d'y répondre. Je voudrais donc très brièvement, ayant dit cela, vous proposer une définition de la laïcité. C'est un sujet sur lequel il y a beaucoup de débats, c'est un sujet sur lequel il y a beaucoup de confusion, c'est un mot qu'on emploie, à mon avis, assez souvent à tort et à travers, et je voudrais donc vous proposer une définition qui sera brève. C'est évidemment une spécificité française. Vous tous et vous toutes le savez, il y a des pays, on pourra en parler, qui ont la laïcité dans leur constitution. Il y a des pays qui ont des pratiques qui, sur un certain nombre de points, ressemblent à la laïcité française, mais sous la forme qu'elle connaît, cette laïcité n'a pas d'équivalent strict, ce qui rend d'ailleurs parfois difficile à des pays, à des hommes et des femmes d'autres cultures, d'autres civilisations, de comprendre exactement comment elle fonctionne. La laïcité, c'est un principe d'organisation de notre vie collective en France. Ça n'est surtout pas une religion, contrairement à ce que certains croient ou veulent faire croire. Vous allez voir que la laïcité, en fait, est au cœur de notre devise républicaine, liberté, égalité, fraternité, car le premier pilier de la laïcité, c'est la liberté. Et c'est quelque chose qu'il ne faut pas perdre de vue. C'est une conquête de la liberté qui vient de loin, qui vient de la Renaissance, des Lumières, de l'esprit de raison, d'émancipation, de libre examen. Et souvent, quand on parle de laïcité, vous le savez, on parle de la loi de 1905, la grande loi qui fixe encore les principes valables aujourd'hui. Mais en réalité, les racines de la laïcité, les premiers éléments de principe sont bien antérieurs. Ça remonte à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui dit, dans son article 10, qui affirme la liberté de conscience, d'expression de ses convictions, même religieuses, à la condition de ne pas troubler l'ordre public établi par la loi. Donc la liberté de conscience, la liberté religieuse, la liberté de religion, est le premier principe de liberté de la religion, liberté de croire ou de ne pas croire, liberté de changer de religion, et liberté, j'y insiste, de manifester ses convictions religieuses. D'abord liberté de culte, ça on y reviendra, qui est garantie par la loi de 1905, mais aussi de manifester ses convictions. Autrement dit, contrairement à ce que certains croient parfois, en France, ce n'est pas une affaire strictement privée, chez soi ou dans son lieu de culte. Dans ce qu'on appelle l'espace public, la rue, les places, les villes, les villages, on peut manifester ses convictions, ses signes d'appartenance religieuse, comme syndicale, comme politique, comme philosophique. C'est très important de voir que cette liberté de manifester ses convictions religieuses ou philosophiques ne vaut ni plus ni moins que les autres libertés, avec les mêmes limites. Le principe, c'est la liberté, la limite, c'est l'ordre public, c'est-à-dire de ne pas troubler la vie collective, et c'est aussi, toujours dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, de ne pas porter atteinte à la liberté d'autrui. Deuxième principe, qui donne d'ailleurs son nom, son titre, à la loi de 1905, c'est une loi, la laïcité donc comporte cette loi de séparation de l'Église, des Églises et de l'État, en l'occurrence à l'époque essentiellement de l'Église catholique et de l'État. C'est une loi qui donne donc à la sphère publique, à la démocratie, à la loi civile, sa pleine autonomie par rapport à la loi religieuse. Elles sont d'une nature différente et dans des domaines différents. En ce sens, il n'y a pas en France de religion d'État.
à la différence d'un certain nombre de pays, quelle que soit la religion d'État. La foi est garantie dans la liberté de foi, dans la mesure où elle ne porte pas atteinte à la liberté de la loi. La loi, c'est un domaine, la foi, c'est un autre domaine. Chacun a ses règles et ses mérites et ses vertus. L'un n'exclut pas l'autre, mais les domaines sont différents. Il en résulte que l'État, les collectivités locales, les services publics, les agents publics sont astreints à la neutralité, puisqu'il y a séparation entre leurs convictions religieuses, aussi philosophiques, politiques, syndicales, et leur fonction d'être au service de l'État, de la collectivité. C'est une garantie d'égalité, c'est-à-dire que vous êtes face à un agent public, vous n'avez pas de crainte qu'il vous traite différemment suivant que ses convictions politiques, philosophiques ou religieuses sont les mêmes ou pas les mêmes que les autres. Donc, que les vôtres, pardon. Donc, c'est un principe d'égalité. Mais ce devoir de stricte neutralité, et là aussi il y a parfois des confusions, en France en tout cas, s'applique aux agents publics, pas aux citoyens usagers des services publics. Autrement dit, quand vous allez à un guichet d'une préfecture, d'une caisse de sécurité sociale, à condition de ne pas troubler l'ordre public, vous pouvez venir avec un turban, une croix, une kippa, un foulard. Vous êtes libre, dès lors que vous ne troublez pas les autres. La neutralité s'applique aux agents publics, pas aux usagers des services publics. Avec une exception importante, celle des élèves de l'école publique, qui depuis une loi de 2004 sont astreints à ne manifester par aucun signe vestimentaire ostensible leurs convictions religieuses. Mais pour le reste, les usagers sont les autres usagers, c'est les usagers en Algérie, comme à Paris, comme en France, comme un peu partout dans le monde, nous sommes profondément divers et différents. Je parle pour mon pays, la France. Nous sommes différents de couleur de peau, d'origine, de conviction, de centre d'intérêt, de manière de voir les choses, d'appartenances diverses. Et je considère, et nous considérons à l'Observatoire de la laïcité, comme beaucoup de gens en France, quelle que soit leur appartenance politique, que c'est une richesse, ces différences. On peut et on doit s'enrichir de ce que l'autre nous apporte, des différences avec l'autre. Mais à une condition, et c'est une condition fondamentale de la laïcité, c'est que ces différences soient rassemblées, soient en quelque sorte unifiées, à travers la citoyenneté. Nous sommes, hommes et femmes, femmes et hommes, d'abord des citoyennes et des citoyens à égalité de droits et de devoirs. Et en disant cela, que nous sommes citoyennes et citoyens à égalité de droits et de devoirs, nous fondons la fraternité. La fraternité pour vivre ensemble, idéalement, comme des frères et comme des sœurs, en tout cas pour avoir ce devoir de citoyenneté. Donc vous voyez comment la laïcité, liberté, de croire ou de ne pas croire, de changer de religion, de pratiquer sa religion, égalité, par la neutralité du service public et la séparation d'avec la religion, et fraternité, parce que nous sommes citoyennes et citoyens, est au cœur de la devise de la République. Voilà. Je ne veux pas être plus long, je préfère échanger avec vous, répondre à vos questions, et bien sûr, vous écouter dans un instant. Merci beaucoup. Bonsoir Monsieur Blanco. Alors je suis Antoine Rabier, je suis en terminale scientifique et je vais vous poser la première question. Quel est l'impact réel au niveau des institutions de la création de cet observatoire de la laïcité? Est-ce que vous avez senti un changement, peut-être une prise de conscience depuis ce 5 avril 2013, ou est-il encore peut-être trop tôt pour le percevoir? Il y a un changement qui ne tient pas que à l'Observatoire de la laïcité, qui tient au fait que les questions de laïcité sont revenues très fort dans le débat public depuis quelques années. Et c'est à certains égards une bonne chose, parce qu'au fond, beaucoup de gens disaient la laïcité c'est bien, je suis pour, mais sans savoir très bien ce que c'est. En même temps, je l'ai dit, il y a des abus de langage, il y a la tendance à penser que si on parle de laïcité à tout propos et à de propos, on va régler des problèmes qui sont d'un autre domaine. Problèmes d'inégalité, problèmes de ségrégation, problèmes sociaux, c'est pas la laïcité qui va régler ces problèmes-là, encore moins la dérive djihadiste d'un certain nombre de jeunes Françaises et Français. Mais néanmoins, elle a toute sa place parce qu'elle fait partie des manières pour nous, Françaises, Français, dans notre histoire, dans notre tradition, de vivre ensemble. Alors Régis Debray, dont je sais qu'il a fait ici un débat qui a passionné beaucoup de gens,
avec qui je travaille souvent, c'est un ami de longue date, nous avons été à l'Élysée auprès de François Mitterrand. Régis Debray, avec l'humour un peu provocateur qu'il caractérise, disent « vivre ensemble, ça ne veut rien dire, c'est les vaches qui vivent ensemble. Il faut faire ensemble. » Et il a raison là-dessus. Alors ce que nous faisons, nous, et ce que nous constatons, c'est qu'il y a un énorme besoin d'information, de formation. Un gigantesque besoin de savoir de quoi on parle et comment on fait. Et donc notre principal travail, finalement, qui est à l'abri des polémiques médiatiques, c'est de faire ce travail d'éducation citoyenne, de formation et d'information pour tout le monde. Contribuer bien sûr à la formation des enseignants et des élèves à l'école, mais aussi les juges, les magistrats, les préfets, les fonctionnaires en général, les agents des hôpitaux, les agents des collectivités locales, les élus. C'est un travail pour nous fondamental et nous voyons qu'il y a une prise de conscience généralisée dans la société française et dans les institutions françaises qu'il faut en effet savoir de quoi l'on parle et savoir aussi comment on fait face à certaines difficultés. Parmi les travaux les plus utiles que nous ayons faits, selon nous, il y a la publication de 4 guides. Un guide pour la laïcité dans les collectivités locales, qui s'adresse à la fois aux agents locaux, aux fonctionnaires et aux élus. Un guide pour la gestion du fait religieux dans l'entreprise. Le terme n'est pas le même. Laïcité implique une neutralité dans les collectivités publiques. Dans l'entreprise, il y a des règles de liberté, il n'y a pas une neutralité absolue à laquelle seraient astreints les salariés. Le 3e pour les associations, les structures socio-éducatives. Le 4e, tout récent, pour l'hôpital. J'insiste simplement, je suis un tout petit peu long dans ma réponse parce que ça me paraît important de le dire à vous et aux personnes qui sont ici. Nous avons toujours la même démarche. Que dit le droit? Que dit la loi? On a parfois tendance, dans le feu du débat public, des émotions, du ressenti, à oublier que nous sommes censés être, et que j'espère nous sommes dans l'ensemble un état de droit. Il faut toujours partir du droit. Et puis derrière le droit, il y a la jurisprudence. C'est-à-dire ce qu'ont dit les tribunaux, notamment, suivant les domaines, la Cour de cassation pour l'entreprise privée ou le Conseil d'État pour le secteur public. Et quand on regarde sur les différentes questions qui se posent, il y a des réponses assez précises du droit, de la loi ou de la jurisprudence face à des situations difficiles. Mais, face à des situations conflictuelles ou difficiles, nous disons, le droit, la jurisprudence donne certains éléments, mais pas tous les éléments. Et nous essayons de dégager, par le contact avec les gens de terrain, dans leur diversité, ce qui nous paraît être les bonnes pratiques. Je donne une application, parce que c'est un sujet qui fait polémique, sur la question des repas dans les cantines scolaires. Quel est le droit? Le droit, si je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de droit, curieusement. C'est-à-dire que, comme c'est un service pour les gens qui sont formés en droit public, comme c'est un service public facultatif, la commune n'est pas tenue de le mettre en place et par conséquence n'a pas de règles auxquelles obéir. Qu'est-ce que nous paraissent les bonnes pratiques? Les bonnes pratiques nous paraissent être, quels que soient les choix qui sont faits, de faire que les élèves mangent ensemble. Après tout, le compagnon, c'est celui qui partage le pain. Et, suivant un principe général que nous avons pour toutes les demandes à caractère religieux, les traiter ni mieux ni moins bien que les autres demandes. Cherchez toujours le plus grand commun dénominateur, en ne faisant pas de la religion une question particulière autant qu'il est possible. Ça veut dire, par exemple, pour les demandes de congé, qu'une demande de congé pour une raison de fête religieuse doit être traitée de la même manière qu'une demande de congé parce qu'on a un enfant malade ou parce qu'on a un problème familial. Est-ce que c'est compatible avec la vie de l'entreprise ou pas? Et donc, pour les repas, nous disons, notre conseil, c'est de faire du choix. Éventuellement, ça peut en effet coûter parfois plus cher, mais le choix, c'est bon pour la santé. Ça permet de répondre aux demandes des végétariens qui ne veulent pas manger de viande, et ça permet de répondre aux demandes de ceux qui, pour des raisons religieuses, ne veulent pas manger de viande de porc. Et nous regrettons que sur cette base qui est pratiquée dans de nombreuses municipalités, de gauche, du centre et de droite, on ait récemment réveillé une polémique inutile. Bonsoir. Parlez un peu plus dans le micro, je ne vous entends peut-être pas très bien. Alors, tout à l'heure, vous avez dit que la laïcité est une spécificité française. J'aimerais revenir sur la particularité de cette laïcité. Est-ce que vous pensez que c'est le meilleur modèle, comparé par exemple au modèle anglo-saxon ou au rapport qu'entretiennent d'autres États de l'Union européenne à la religion? Et enfin, pensez-vous que l'observatoire que vous dirigez porte la vision que la majorité des Français ont de la laïcité?
Je ne sais pas si c'est le meilleur modèle. J'aurais tendance à dire non, non pas parce que c'est pas le meilleur, parce qu'il est moins bon, parce qu'il est différent. Nos histoires sont différentes, nos cultures sont différentes, nos traditions sont différentes. Et c'est ça qui façonne des visions plutôt communautaristes en Angleterre, avec la laïcité républicaine française, et d'autres visions ailleurs dans d'autres pays du monde. Donc moi je ne veux en aucun cas prétendre que nous avons la solution, que nous avons le modèle. C'est pas mieux, pas moins bien, c'est différent. Et c'est intéressant d'ailleurs de comprendre et de confronter. Et j'ai beaucoup de gens qui viennent me voir de milieux et d'horizons très différents, de pays très différents, pour en discuter. Y compris des Anglais, y compris des Allemands, y compris des Italiens, y compris des Polonais, y compris des Kurdes, y compris des Irakiens, pour en parler. Pas pour adopter le modèle français, mais pour comprendre comment ça marche. La vision que nous exprimons est-elle celle de la majorité des Français? Oui, sur certains points, sans doute non sur d'autres. Oui, sur la confiance dans la laïcité, comme principe du vivre ensemble. Non sans doute, parce qu'il y a, et nous le déplorons, une montée des crispations autour du fait religieux, une montée des tensions qui est très nette et très forte en France, qui vise l'ensemble des religions, mais bien entendu particulièrement la religion musulmane. Et nous sommes préoccupés de voir qu'il y a une méfiance, je dis les choses comme elles sont, d'une partie importante des Français à l'égard de nos concitoyens musulmans, alors qu'ils pratiquent évidemment leur religion comme les autres, pacifiquement, et qu'ils ont le droit de le faire. Donc il y a cette méfiance et cette crispation que nous voulons combattre, parce qu'elle nous paraît totalement injustifiée, dangereuse, et nous mettons en évidence un certain nombre de déclarations importantes qui sont faites par des autorités représentatives du monde musulman, comme le Conseil français du culte musulman, comme la Grande Mosquée de Paris, comme les grandes fédérations de mosquées, comme la Grande Mosquée de Lyon, où il est affirmé solennellement, encore récemment, après les attentats du mois de novembre, nous musulmans de France, nous Français musulmans, nous adhérons profondément aux valeurs de la République et à la laïcité qui sont une garantie de liberté. Et il faut qu'on entende ce message qui correspond à la pratique de beaucoup de musulmans. Mais c'est ce point qui nous préoccupe, c'est cette tension, encore une fois, autour des religions, en particulier autour de l'islam, qui pourrait conduire à des mesures extrêmement dangereuses si on voulait restreindre les libertés. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir. Dounia a évoqué tout à l'heure la vision que la majorité des Français ont de la laïcité. Or, aujourd'hui, il y a deux types de défenseurs de la laïcité qui s'affrontent. Il y a ceux qui pensent que la loi de 1905, c'est d'abord une loi de liberté, celle de pratiquer son culte librement. Il y a ceux qui veulent plutôt en faire un outil anti-religieux et qui veulent éradiquer la religion de la sphère publique. Donc, on vous a même reproché à vous d'en fâcher certains parce que vous prenez une laïcité plus ouverte. Donc, ma question, c'est comment un principe constitutionnel peut-il diviser autant quant à sa définition même, et ne serait-il pas nécessaire justement de définir dans la Constitution plutôt que de laisser... Alors, je crois qu'il faut s'entendre sur les mots. Dans le droit, il n'y a pas 36 laïcités. La conception que j'expose est celle du droit. On peut penser qu'il faut que ça change. On peut penser qu'il faut que ça évolue. Le débat là-dessus est légitime. Mais encore une fois, il y a ce qu'est le droit et ce qu'il pourrait être si on souhaitait qu'il soit autrement. Je reste un instant sur ce point-là. Historiquement, j'ai évoqué, et plusieurs d'entre vous ont hoché la tête, la grande loi du 9 décembre 1905, loi de séparation des églises et de l'État, loi constitutive de la laïcité, même si le mot n'est pas prononcé. Il n'apparaît que dans la Constitution française de 1946 et de 1958, qui reprend le même texte. Il y a un débat entre deux conceptions, en effet, à l'époque. Et ce débat existe encore aujourd'hui, mais je vais vous dire pourquoi, à mon avis, ce n'est pas le débat central. Le débat entre une laïcité d'équilibre, d'apaisement, incarnée par Aristide Briand, qui était rapporteur de la loi, par Jean Jaurès, par Georges Clemenceau, et puis une laïcité anticléricale, et pour certains anti-religieuse. Et le débat, pour celles et ceux qui ont la curiosité, est passionnant, avec de très grands orateurs, de part et d'autre, et des très beaux débats. Et finalement, c'est la conception d'Aristide Briand, on va dire, qui l'emporte sur une laïcité qui n'est pas anti-religieuse, qui n'est même pas anticléricale. Et le débat porte sur des sujets très concrets, déjà à l'époque, en particulier sur deux sujets. Le premier, c'est les processions. Est-ce qu'il faut interdire les processions religieuses, chrétiennes en l'occurrence, dans la rue?
c'est l'avis des anti-religieux, anticléricaux. La religion, c'est dangereux, c'est l'opium du peuple, disait Marx. C'est pas la position qui est adoptée. Au nom précisément de cette liberté. Si des gens veulent faire des processions, ils ont le droit de faire des processions, comme d'autres ont le droit de manifester autrement leur conviction. Et puis le deuxième sujet, c'est la soutane des curés. Est-ce qu'on va admettre ou pas que les curés puissent porter une soutane dans la rue? Le débat a lieu entre Aristide Briand et Maurice Allard, député du Var, et Émile Combes. Et Aristide Briand fait une réponse très intéressante, à mon avis, qui peut nous faire réfléchir pour aujourd'hui. Il ne fait pas une réponse philosophique, ni même politique ou juridique. Il dit à Émile Combes, vous savez, si vous prétendez interdire les curés en soutane, ils trouveront bien un autre moyen de se faire reconnaître. Et, ajoute-t-il, on ne va pas se donner le ridicule de contrôler les tenues dans la rue. Alors, j'ai pas répondu sur la Constitution. Je ne crois pas qu'on règle tout par la Constitution, ni même par la loi. Je pense qu'il faut en donner des définitions aussi précises que celles que je faisais brièvement tout à l'heure. Mais d'ailleurs, elle est en partie reconnue comme ayant une valeur constitutionnelle, mais c'est pas ça qui règle les choses. Ce qui règle les choses, c'est d'arriver à des définitions claires, encore une fois, sur ce qu'elle est aujourd'hui. On peut souhaiter une évolution, et sur la manière de l'appliquer. Là, il y a débat. Il y a des manières plus rigides, et des manières plus ouvertes, et des manières... bon, moi, ma manière, c'est celle du ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, qui dit qu'il n'y a pas besoin de nouvelles lois. Il faut rendre effective et visible la loi, il faut l'appliquer avec sagesse et sérénité. C'est exactement la ligne de l'Observatoire. Bonjour, je me présente, je m'appelle Balthazar, je suis en classe de seconde. Et comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, les débats autour de la laïcité ne sont pas nouveaux en France, ils existent depuis très longtemps. Je pense notamment à celui qu'il y avait au lendemain de la Seconde Guerre mondiale sur le financement de l'école catholique privée, qui est aujourd'hui en partie financée par l'État. Et donc selon vous, quels sont l'intérêt de ces nombreux débats autour de la laïcité? Et au final, en opposant donc ceux qui pensent qu'une laïcité devrait être plus fermée et ceux qui pensent qu'une laïcité devrait être plutôt ouverte comme il est pratiqué aujourd'hui en France, cela ne peut-il pas porter atteinte au vivre ensemble en France? Si, tout à fait. Ce qui est intéressant historiquement, c'est que, disons, le 19e siècle, c'est le combat pour la séparation de l'Église catholique et de l'État, qui est d'ailleurs accepté, à l'époque c'est ambigu, mais depuis par une grande majorité de croyants, quelles que soient leurs croyances, et de responsables religieux. Et le débat porte, disons, sur l'après-guerre, après 1945, sur en effet le financement de l'école privée, et en particulier de l'école privée confessionnelle, et en particulier de l'école privée catholique. Faut-il ou ne faut-il pas? Et là, en effet, s'opposent pour le coup deux conceptions de nouveau de la laïcité. Les indigents à argent public, à école publique. Si vous voulez des écoles privées, vous n'avez qu'à vous les financer. Et les autres disant, à condition qu'elles participent à un service public. C'est-à-dire qu'elles appliquent les programmes de l'éducation nationale, qu'elles accueillent les enfants sans discrimination quelconque, sans discrimination religieuse. Alors, s'ils respectent ces obligations, il n'est pas illégitime de financer d'une manière ou d'une autre une partie de leurs dépenses. Ce débat est d'une vivacité extrême, avec la loi Debré en 1958, avec la tentative avortée d'Alain Savary en 1983 de fusionner école privée et école publique dans un service public unifié laïque de l'éducation nationale. Et à partir de 1989, le débat passe, en gros, de l'école catholique à l'islam, avec l'affaire de Créteil, où un proviseur expulse une jeune fille parce qu'elle portait un foulard. Donc voilà un petit peu l'historique. Encore une fois, si on applique le droit tel qu'il est, la réponse est que il y a dans le droit, la loi Debré, pour l'enseignement privé confessionnel, des bases qui disent comment on doit faire. Donc il suffit de les appliquer, encore une fois, avec intelligence et discernement et la fermeté nécessaire. On peut penser qu'il faut changer la loi, et même si aujourd'hui le débat porte plus sur l'islam, et pour dire les choses clairement sur le foulard islamique, en tout cas dans la perception, parfois la fixation qu'on fait là-dessus, le débat continue à exister. Un certain nombre de gens, laïcs ou autres d'ailleurs, pensent qu'il faut remettre en cause la loi de Debré. Donc le débat existe, mais encore une fois, il est obscurci très souvent. Moi, je n'emploie jamais d'adjectif à laïcité,
parce qu'on la tire dans un sens ou dans l'autre, inclusive, exclusive, d'ouverture, de fermeture, de... Bon. La laïcité, telle que le droit la définit, est appliquée avec intelligence. Je crois que c'est ça l'enjeu principal aujourd'hui. Mais encore une fois, on peut penser qu'il faut changer des choses, c'est un débat normal en démocratie. J'évoquais tout à l'heure la laïcité anti-religieuse, anti-cléricale. Le débat aujourd'hui n'est pas tout à fait là-dessus, et j'ai complète ma réponse. Quelque chose dont on n'a pas complètement conscience, parce que peut-être même les acteurs de ce débat n'en sont pas complètement conscients. Le débat, il est entre la situation actuelle et une extension considérable qui représenterait, à mon avis, un bouleversement de la laïcité, en étendant l'obligation de neutralité à l'espace public. Et concrètement, dans des propositions de loi qui sont sur le bureau des assemblées, assemblées sénat de gauche et de droite, ce dont il est question, c'est d'interdire plus facilement, plus largement, le port de signes religieux pour les parents accompagnateurs de sortie scolaire, à l'université, dans l'entreprise, etc., etc. Donc c'est un débat qui est normal et légitime en démocratie, mais dont je considère personnellement qu'il serait un dévoiement de la laïcité. La laïcité, c'est la neutralité de l'État, c'est pas la neutralité des citoyens. Bonsoir Monsieur le Ministre. Bonsoir. J'aimerais aborder une autre dimension du sujet. Alimentant le débat et créant la polémique, la philosophe Elisabeth Badinter déclarait récemment sur les ondes de France Inter: « Il ne faut pas avoir peur de se faire traiter d'islamophobe. À partir du moment où les gens auront compris que c'est une arme contre la laïcité, peut-être qu'ils pourront laisser leur peur de côté pour dire les choses. » Que pensez-vous de cette déclaration? Ne vient-elle pas porter atteinte au travail que vous menez dans l'observatoire que vous présidez? Merci. Merci. Avec tout le respect que j'ai pour Elisabeth Badinter, je pense qu'elle et celles et ceux qui se placent sur le terrain de islamophobie, islamophobie, font une erreur. Je veux dire par là que on s'envoie à la tête l'adjectif islamophobe. Certains estiment que c'est un adjectif, enfin une expression qui a été fondée notamment par des partisans de la République iranienne de Khomeini. D'autres disent qu'il y a d'autres bases, comme on dit homophobe, on peut dire islamophobe. C'est un débat qu'en France on adore. Les mots, laïcité ouverte, laïcité fermée, t'es islamophobe, t'es pas islamophobe, t'es plus islamophobe que moi. Moi je pense qu'il faut en revenir au fond du sujet. Le fond du sujet, c'est que il y a deux éléments de réponse. Le premier, c'est que les actes, alors on va dire anti-musulmans, anti-juifs ou antisémites, anti-chrétiens, sont tous également condamnables, doivent être tous également condamnés, et leurs auteurs tous également poursuivis, quelle que soit la religion, quelle que soit la conviction d'ailleurs. Ça peut arriver aussi aux francs-maçons, je pense au moment du mariage pour tous, d'être également d'une certaine manière agressés. Deuxièmement, la liberté de religion, la liberté de conscience, va avec la liberté de critiquer les religions. Ça peut poser parfois des problèmes, ça peut choquer des croyants, mais il y a une liberté. Donc on est libre de critiquer les athées, les agnostiques, les libres penseurs, les catholiques, les protestants, les juifs, les musulmans. Donc reconnaissons ces deux points-là. Condamnation absolue des actes anti-musulmans, anti-juifs, anti-chrétiens, anti-maçons dans certains cas. Liberté de critiquer toutes les religions, avec une limite qui est, encore une fois, de ne pas appeler à la haine, de ne pas diffamer, de ne pas inciter à la violence. Mais parlons de cela, parlons de comment on mesure cette liberté, jusqu'où elle peut aller. Parlons de l'augmentation, hélas, réelle en France, des actes anti-musulmans fortes, antisémites qui restent à un niveau encore plus fort, anti-chrétiens qui est fort également. Donc parlons de ça, parlons des actes qu'il faut condamner, dont il faut poursuivre les auteurs. Parlons de la liberté de critiquer les religions. Il n'y a pas de délit de blasphème en France, mais des limites que comporte cette liberté, qui est jugée par les tribunaux, y compris pour Charlie Hebdo, qui a eu, je crois, plus de 50 procès dans les 20 dernières années, et qui en a perdu à la louche une bonne moitié.